Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau, sur cet espace conférence pour une nouvelle table ronde dédiée à l'automobile du futur qui rebat les cartes de la chaîne de production. Une thématique que nous allons évoquer avec nos trois invités. Sur ce plateau, donc, monsieur Rémi Cornubert, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes partenaire en charge de l'automobile et de l'innovation chez ATK Erna France. C'est ça, exactement. Voilà, vous allez nous parler un petit peu de votre vision métier dans quelques instants. Monsieur Christophe Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Inside Software. Oui, et président, surtout là je viens en tant que président de Prodeo, voilà, c'est ça. Et tout à fait, vous êtes également président du groupement Prodeo. Et bonjour monsieur Serge Benchimol. Bonjour. Vous êtes PDG et créateur d'Itelink. Voilà, et vous allez vous allez nous parler de beaucoup de co-construction. On va voir, c'est une des thématiques qu'on évoquera très certainement. On commence avec vous, monsieur Cornubert. Donc, comment vous travaillez avec la direction générale des grands groupes? Pour vous, c'est une thématique importante pour répondre aux problèmes stratégiques de l'automobile aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, ATK Erna, c'est un cabinet de conseil en stratégie et en performance opérationnelle. Donc on aide nos clients qui sont des grandes entreprises, par exemple dans l'automobile, des constructeurs ou des équipementiers. Et on les aide à anticiper les mutations qui sont en train de s'opérer dans l'industrie automobile. On voit qu'il y a énormément de changements. Et d'ailleurs, quand on parle de véhicules du futur, ce qui est intéressant et qui est la grande nouveauté depuis quelques années, c'est qu'on ne parle pas seulement du produit. Le produit automobile sera très différent dans 5 ou 10 ans. On va expliquer pourquoi, puisque c'est l'objet de la table ronde. Mais c'est aussi toute la révolution qu'il y a sur la mobilité et les usages. On voit qu'il y a un rapport très différent à l'automobile aujourd'hui. On termine des décennies dans lesquelles finalement l'automobile était un outil de plaisir, de liberté, d'autonomie. Et on voit qu'on est dans un monde de plus en plus contraint, en particulier dans les villes, avec une image très négative liée aux produits automobiles. On vient d'une période où on possédait sa voiture comme on possédait son appartement. C'est d'ailleurs le deuxième poste de dépense des ménages. Et on voit maintenant aujourd'hui qu'il y a une relation très différente et qu'on évolue vers... on part d'un modèle de propriété, on évolue vers un modèle d'usage qui se décline pas seulement sur... la façon dont on utilise le véhicule, mais aussi c'est tous les services qui vont avec, la finance, l'assurance. Alors évidemment, il y a parmi les déclinaisons, une de ces révolutions, c'est le véhicule autonome, qui va aussi changer la façon d'utiliser le véhicule et qui va répondre à pas mal d'enjeux, puisqu'il peut contribuer à décongestionner les villes, il peut contribuer à diminuer le niveau de pollution et améliorer la qualité de l'air. Mais c'est une révolution qui va s'étaler sur pas mal d'années. Nous, on a une roadmap qui s'étale sur 20 ans. La technologie, elle est là, certes. On voit qu'on a des concept cars, on a des démonstrateurs, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant sa généralisation. Très bien, donc un grand bouleversement au niveau de l'usage. On est passé d'un produit peut-être à un service de mobilité partagé. Faisons ce premier tour de table. Christophe Olivier, c'est aussi votre vision aujourd'hui de vraiment un changement de paradigme dans le monde automobile? Oui, bonjour. Donc, effectivement, nous voyons qu'il y a un changement de paradigme. Nous, on est plutôt orienté Prodeo sur la production bien en amont chez les équipementiers, ou même chez les constructeurs, mais chez les constructeurs équipementiers. Et même à ce niveau-là, on voit effectivement qu'il y a un changement d'usage et une autre vision de la production de demain. Avec ce groupement Prodeo, donc, nous, on est plutôt orienté pour accompagner les industriels dans cette transformation du digital. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les industriels ne veulent plus forcément capter des solutions qui existaient déjà, mais ils veulent que des gens comme nous puissent s'adapter à leurs besoins, puissent bien les comprendre. Et pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, nous travaillons justement en co-construction avec ces industriels. C'est-à-dire qu'on sait leur amener des solutions, mais ce qui est le plus important, c'est leurs problèmes à eux, c'est leurs envies à eux.
Et le digital dans l'automobile aussi, c'est ça, c'est comment permettre à l'industriel automobile de pouvoir faire cette transformation, donc du numérique notamment, mais pas que. Le management et tout ce qui va avec suit et doit suivre. Ce n'est pas que la digitalisation. Un point que je voudrais aussi rajouter, c'est on est sur une transformation. Il ne faut pas imaginer que cette transformation ne soit que digitaliser des pratiques d'hier. C'est que cette transformation va aussi digitaliser des nouvelles pratiques et va générer des nouvelles visions et des nouveaux paradigmes. Voilà. Et c'est ça qui est aussi important dans cette vision de demain. Juste un dernier point. Oui, pour comment travailler aussi avec les industriels, nous pensons qu'il est intéressant d'être plutôt un catalyseur. C'est-à-dire que plusieurs industriels vont avoir des idées géniales, chacun dans leur coin, je voudrais dire. Et l'idée aussi de ce groupement, c'est d'associer des industriels ensemble pour créer de la valeur et pour s'apercevoir que cette vague du digital qui est en train d'arriver n'est pas que chez eux, mais qu'elle se passe partout et que tous ensemble aussi des bonnes idées. Voilà. Et donc l'idée, c'est comment moi industriel, je peux mutualiser des idées et avoir des solutions qui répondent à nos besoins de demain. Voilà. Parce que vous, directement, vous intervenez sur les chaînes de production, enfin, vous êtes en amont dans la construction. C'est un secteur qui est très observé, finalement, l'automobile, parce que c'est un secteur déjà qui emmène énormément d'équipementiers de sous-traitants, oui. Et puis qui amène les nouveaux modes de production presque démarrent par l'automobile. Est-ce que c'est juste ça, que l'automobile est quand même un vivier en termes d'industrie par son cycle de production qui est quand même assez rapide par rapport à l'aéronautique qui est très long. On est dans un cycle qui est très représentatif en fait de l'industrie du moment, quoi. Et moteur. Voilà. L'industrie automobile doit garder sa compétitivité. Ils l'ont bien compris. L'enjeu de la compétitivité, c'est de garder aussi les emplois et c'est d'être positionné. Si on veut rester en France, en tout cas, il faut qu'il y ait cette transformation qui se passe parce que sinon ça ne marchera pas. Donc oui, les industries automobiles se positionnent pour faire cette transformation dans les premiers. Ouais. On va revenir sur les chaînes de production, tous les changements qu'on peut avoir, notamment dans l'industrie du futur. Monsieur Benchimol, vous, de votre côté, vous êtes beaucoup sur tout ce qui est système connecté que vous apportez aux industriels. On parle justement de la digitalisation. Monsieur Olivier en parlait à l'instant. Donc, il y a une forte poussée de tout ce qui est connexion au sein des voitures, mais même des chaînes de production. Comment vous vivez ce phénomène dans l'industrie ? Donc, Serge Benchimol, société Itelink. Itelink, c'est une société qui est présente en France à l'international, qui est cotée sur Euronext C, qui est composée d'un peu plus de 550 ingénieurs, qui accompagnent des industriels, du transport notamment, et le transport aujourd'hui est de plus en plus intelligent et connecté. Donc, on n'est pas dans la stratégie, on est plus des exécutants, des réalisateurs, et on est de plus en plus présent dans l'outil de production, notamment dans le secteur du transport et dans celui de l'automobile, mais on est aussi et surtout très présent, et c'est en ça qu'on est probablement complémentaire du tour de table qui est là, sur le produit en lui-même. Donc pour nous, l'objet connecté, c'est la voiture connectée et électrique. Ça suppose donc effectivement, il y a des changements de paradigme en termes d'usage, par exemple, qui a été évoqué là, mais ça suppose aussi beaucoup et c'est en ça que l'industrie automobile est intéressante, beaucoup de contraintes notamment liées au coût et à l'efficacité qui va être exigée de ces nouveaux outils que sont les voitures électriques et connectées. Et une des problématiques sur lesquelles on travaille beaucoup actuellement, c'est tout ce qui va être la maintenance de ces véhicules connectés et la signalisation, l'interaction en termes de la signalisation routière et de ces véhicules, parce qu'une fois qu'on a un véhicule qui est électrique et connecté, il faut quand même qu'il puisse s'insérer dans l'écosystème des autres véhicules, qu'il puisse être guidé, régulé. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là et nos expériences, elles proviennent beaucoup du secteur ferroviaire, puisque dans le monde ferroviaire, par exemple, la signalisation est très intelligente depuis un bon moment, depuis notamment l'avènement des lignes grande vitesse où le conducteur n'a pas le temps visuel, intelligence physique, biologique pour appréhender les indications qui sont le long de la voie. Donc on a beaucoup travaillé sur
la relation entre le poste du conducteur et la voie. Et finalement, demain, le véhicule, le produit voiture, qu'il soit un produit ou un usage, parce qu'il ne faut pas oublier que le changement de paradigme, il n'est pas violent et net d'un coup. Et donc, il va y avoir les questions d'appairage aussi, au sens d'appairer les objets, la connexion avec l'environnement des voitures qui, elles, ne le sont pas forcément. Donc voilà, on est dans cet univers-là avec des défis techniques qui, notamment, doivent traduire la stratégie et doivent aussi s'articuler avec l'outil de production. On voit un peu typiquement les grands axes de cette mutation. Le produit est différent, la signalisation va devoir être différente. On repense vraiment l'usage du produit. Les chaînes de production sont également en plein changement. Et l'usage que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que c'est vrai qu'en termes d'usage, et je vais rebondir sur ce que vous évoquez à l'instant, est-ce que par exemple dans le véhicule autonome, on va plus travailler, est-ce qu'on envisage la voiture différemment pour occuper son temps de transport différemment par rapport à avant où on n'était que dans le plaisir, ce que vous évoquiez tout à l'heure, on n'était que dans le plaisir, est-ce que maintenant on va se dire tiens, ce temps de trajet, à quoi il peut me servir finalement ? D'où du coup on peut travailler, amener du service. Vous avez cette impression-là ? Alors déjà peut-être pour resituer le contexte, quand on regarde les trajets quotidiens, ce qu'on voit dans toutes les grandes villes en fait, c'est que le temps de trajet augmente de manière régulière et significative. La vitesse moyenne diminue en raison de la congestion. Et il y a quelques chiffres frappants. Un premier d'entre eux, c'est que en zone urbaine, au quotidien, entre 25% et un tiers du temps du trajet est consacré à chercher une place de parking. Donc en fait, on a une inefficacité totale. Donc on perd de plus en plus de temps dans les transports quand on est dans sa voiture. Et c'est aujourd'hui encore indispensable. Alors quand on a des alternatives avec les transports publics, quand c'est bien développé, on peut effectivement les utiliser. Mais ce n'est pas toujours dans des conditions idéales. Et sinon, c'est un temps qui est complètement inefficace. Alors effectivement, l'avènement, mais qui est la cible, on en est encore loin, du véhicule autonome, où on est au niveau 5, c'est-à-dire en complète autonomie, on n'a pas besoin de surveiller la route, et effectivement, on peut utiliser le temps libre pour soit travailler, soit se détendre avec des divertissements divers et variés. L'autre point qui est important pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est qu'en fait, une des grosses mutations aussi, c'est que l'automobile était finalement une industrie qui était fermée. Fermée pourquoi ? Parce que le produit était un produit mécanique qui ne communiquait pas. Et la chaîne de valeur était une chaîne de valeur historique avec un modèle très pyramidal. En haut de la pyramide, vous avez des constructeurs qui conçoivent et fabriquent les véhicules. Et puis aux différents étages en dessous, vous avez les équipementiers de rang 1, de rang 2, de rang 3 qui fournissent les composants dont on a besoin pour fabriquer la voiture. La mutation qui est en train de s'opérer, elle est en train d'ouvrir complètement l'industrie automobile. D'abord parce que le produit lui-même, maintenant, il communique. Donc il interagit avec son environnement extérieur. Et la deuxième raison, c'est que la chaîne de valeur, elle est en train de changer complètement parce que vous avez des nouveaux métiers qui apparaissent. Alors il y a déjà ce que vous venez d'évoquer, il y a les véhicules dits propres, véhicules électriques. Ce sont des nouveaux métiers qui n'existaient pas dans l'industrie automobile. Donc vous avez des batteries, vous avez des moteurs électriques, des systèmes de contrôle de la propulsion électrique avec de l'électronique de puissance. Vous avez du logiciel qui arrive en masse et c'est des métiers qui étaient jusqu'à présent ignorés par l'industrie automobile. Alors aujourd'hui, dans une voiture, vous avez à peu près 15 à 20% de la valeur qui est du logiciel. Donc ils ont fait déjà une première révolution ces 15 dernières années qui était tous les logiciels qui sont embarqués pour le contrôle moteur, le contrôle de trajectoire, les systèmes de freinage. La révolution qui s'engage aujourd'hui liée aux véhicules connectés, c'est celle des applications. Donc tout ce qu'on embarque dans la voiture pour faciliter la conduite ou pour avoir accès à des services. Et demain, l'autre révolution, c'est celle de l'intelligence artificielle, parce qu'elle est essentielle pour le fonctionnement du véhicule autonome. Et c'est un métier totalement nouveau qui arrive de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, un constructeur, pour préparer le véhicule du futur, il ne maîtrise pas toutes les compétences.
Et donc, il va être obligé de s'associer avec des opérateurs de télécom qui vont fournir la bande passante pour communiquer, des gens d'intelligence artificielle pour développer les logiciels qui vont permettre de faire la voiture autonome. Vous avez des technologies qui arrivent du spatial, hein, par exemple, si vous prenez des sondes gyroscopiques comme ce qui est testé aujourd'hui par Valeo avec Safran sur le véhicule autonome, etc. Donc la chaîne de valeur est en train de s'ouvrir totalement et on passe d'un modèle pyramidal finalement à un écosystème où on a les acteurs traditionnels qui sont au centre de l'écosystème, mais ils doivent s'associer avec d'autres pour pouvoir préparer le véhicule du futur. C'est directement ce que je vous laisse la parole. Je voulais justement rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, l'intelligence artificielle, elle est là maintenant. Elle fait aussi sauter le fait que la production automobile est un milieu fermé dans ses pratiques opérationnelles. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut des standards forts. Et aujourd'hui, cette arrivée de ces nouvelles technologies font que les industriels sont obligés de repenser leurs standards de production, et notamment l'intelligence artificielle. Nous, au sein du groupement Prodeo, par exemple, nous développons des logiciels de prévision. Notre matière première, c'est la donnée industrielle, et les industriels maintenant ont besoin d'avoir des outils qui sont capables de leur donner des informations, de leur permettre de prédire, par exemple, que leurs outils industriels sont en train de se dégrader. Et ça, avec des outils fins, statistiques, qui sont capables de répondre à ça. Donc, ça va. Là, on parlait de la voiture, mais on est complètement remonté jusqu'en amont de cette chaîne, et tout le monde a pris conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté, quoi. Est-ce que c'est une opportunité? Après, je vous laisse juste la parole, monsieur. Oui, donc par rapport à votre question du temps que consacre le conducteur dans sa voiture autonome et connectée, nous, on ne voit pas concrètement, en tout cas aujourd'hui, cet objectif-là. On voit plutôt de l'aide à la conduite, c'est-à-dire de déporter une partie de l'intelligence ou des défaillances du conducteur sur les systèmes intelligents qui sont dans le véhicule. Et l'objectif, ce n'est pas de permettre au conducteur de lire un livre pendant qu'il se transporte, que ce soit en ville ou sur des grands trajets, puisque les problématiques sont quand même différentes aussi. Mais c'est surtout d'augmenter la fiabilité du véhicule et de limiter les accidents en permettant l'interaction avec les autres, d'augmenter la qualité de la maintenance des véhicules, qui sont donc faits pour... dans les premières années, il y a assez peu de problèmes, mais dans l'entretien de ces véhicules et surtout dans la manière d'anticiper les réparations potentielles qui sont aussi source d'accidents, c'est surtout sur ça qu'est mis l'accent, en tout cas dans le court terme, de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc la vision du conducteur qui allait plier sur la banquette et qui lit un livre, pour nous, elle est probablement possible, et je pense qu'il faut l'envisager, mais les points concrets aujourd'hui que nous, on est amenés à traiter, c'est comment on pallie aux défaillances humaines sur le plan de la sécurité, de la maintenabilité du véhicule automobile. Oui, vous avez bien fait de préciser, c'est vraiment un objectif très lointain. Je voulais juste qu'on revienne justement sur cette collaboration, sur cette ouverture tout d'un coup du métier. Est-ce qu'on a là une opportunité pour l'industrie automobile de se recomposer un peu, de regrouper des gens, des savoir-faire, de ramener des gens dans cette industrie du futur de l'automobile, de recréer des synergies entre les grands donneurs d'ordre, les constructeurs et tous leurs sous-traitants et leurs fournisseurs? Oui, tout à fait. Pour exemple, dans notre groupement, nous mettons des industriels ensemble. C'est-à-dire qu'on permet à des industriels qui ont des métiers différents de pouvoir se confronter sur leurs pratiques opérationnelles, sur les outils dont ils auront besoin. Et là, ils sont vraiment dans l'échange. C'est-à-dire que le digital, c'est aussi des nouvelles pratiques, c'est aussi une nouvelle vision, et on s'accorde à aller au-delà de ce qu'on avait hier, quoi. Oui. Donc dans les chaînes de production, on va le retrouver, ce phénomène-là, de rassembler des savoir-faire extérieurs presque. Oui, et pour ça, on procède en faisant venir donc les patrons des sites de production, et ils échangent entre eux sur les sites, et ils croisent leurs pratiques opérationnelles, et avec ça, on est vraiment dans une vraie dynamique de collaboration et de partage, voilà, sur un territoire. Ça aussi, c'est important, sur un territoire. Le territoire qui redevient vraiment essentiel dans l'industrie du futur. Oui. On se dit il faut travailler en local quelque part. Vous êtes nous, on est présent à l'international. Oui. On est aussi présent en Allemagne, qui est un territoire de l'automobile. Il faut prendre conscience aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants sur ce secteur-là.
qui réussissent. Je pense à Tesla, par exemple, qui va bientôt s'implanter en Europe. Il y a aussi les GAFA qui s'intéressent à la question de plus en plus concrètement. Donc, dans l'aspect co-construction qu'on mène avec nos clients, c'est l'idée de pouvoir garder quand même le leadership sur ces questions-là. Et c'est leur capacité à très vite ne pas s'improviser sur la question du digital, puisqu'on n'a pas le temps de le faire, comme les GAFA sont déjà très au point là-dessus. Et c'est la vocation de nos sociétés de catalyser, d'accélérer les réalisations concrètes du digital dans l'environnement industriel de l'automobile, que ce soit dans l'outil de production ou dans le produit voiture lui-même. Donc il y a une question effectivement d'intégrer très rapidement des compétences digitales sur toute la chaîne de valeur de l'industrie automobile, à défaut d'être menacé soit par les sociétés que je viens d'évoquer, soit par les nouveaux entrants qui rentrent plus par le côté de l'usage, comme les sociétés d'assurance par exemple, qui elles aussi ont un double défi à la fois digital et industriel. Très bien. Ça renvoie à l'efficacité de toute la supply chain dans les usines. C'est une thématique sur laquelle vous travaillez pour l'avenir, dans l'accompagnement que vous avez des sociétés? Alors oui, évidemment. Donc, avec finalement deux dimensions. Il y a une première dimension qui est comment on intègre les nouveaux métiers dans la chaîne de production. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de ces métiers qui vont être physiques. C'est des nouveaux équipements qu'on mettra dans les voitures autonomes ou semi-autonomes, qu'on met dans la voiture connectée aujourd'hui. Et puis il y a aussi des actifs qui sont plus intangibles, parce que quand on développe du logiciel, les usines de production du logiciel, c'est plutôt des centres de développement avec des ingénieurs et beaucoup de matières grises, mais pas de produits physiques. Donc ça, c'est une première dimension. Et ça, les acteurs doivent s'y préparer, les constructeurs comme les équipementiers. Et la deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, Industrie 4.0, où les digitales, le big data, l'intelligence artificielle permettent d'optimiser et de rendre encore plus efficace le processus de production et d'aider les opérateurs à être plus performants. Alors évidemment, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que pourquoi l'industrie automobile est en avance sur ces thématiques-là? Parce qu'il y a une pression continue sur les coûts et la qualité. C'est peut-être une des industries les plus compétitives avec les semi-conducteurs, l'électronique et peut-être des produits de grande consommation comme les smartphones. Et donc, elle a toujours ce coup d'avance pour être la première à mettre en œuvre ces nouvelles technologies qui permettent d'être plus productives. Et donc, c'est une vraie mutation parce qu'il faut adapter un appareil de production qui est dans l'industrie automobile. C'est très coûteux. Quand on investit une nouvelle chaîne de production, c'est entre quelques centaines de millions d'euros et voire plus, parfois 1 milliard. Et donc, on doit être prêt, on doit être flexible pour intégrer ces nouvelles technologies et préparer les métiers de demain, finalement. Sur les chaînes de production flexibles, si on essaie de trouver de l'agilité dans ces métiers-là, il faut de l'agilité avec une personnalisation de masse aussi qui apparaît aussi sur le marché. Est-ce que dans l'industrie du futur, on aura des pôles de production un peu polyvalents, c'est-à-dire qu'on aura des morceaux de chaîne qu'on pourra adapter? C'est une tendance qu'on a vue sur peut-être d'autres industries. Est-ce que vous allez vers ça? J'entends des chaînes de production qui ne seront pas forcément dédiées à un seul modèle, mais qu'on pourra justement rendre un peu polyvalentes de façon à assembler différents modèles. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas dans toutes les grandes usines. Ils ont rendu leurs outils industriels polyvalents. Et c'est ça qui rend une nouvelle difficulté. C'est-à-dire c'est comment, avec des outils polyvalents, arriver à... On parlait de supply chain tout de suite. Nous, aujourd'hui, par exemple, on est spécialisé dans le développement d'outils avancés de planification automatisée. Et la difficulté, c'est comment, avec cette masse de données, on est capable de faire de la prévision avec des flux croisés, avec du mix modèle, du mix produit sur des chaînes de production. Tout à fait, c'est un véritable enjeu, oui.
Sur ce terrain donc, de la chaîne de production, nous, notre expérience en est plutôt à l'étape des preuves de concept, ce qu'on appelle les POC, Proof of Concept, notamment dans le domaine qui s'appelle celui du smart kitting, c'est-à-dire du montage intelligent de pièces complexes. On travaille avec notamment un équipementier, dont je ne peux pas dévoiler le nom, pour tester ces nouvelles approches auprès des ouvriers qui sont sur les chaînes de production, parce qu'il y a aussi une gestion du changement au niveau humain à faire qui est très importante. Et pour l'instant, les retours sur investissement ne sont pas du tout évidents. Mais en tout cas, on constate qu'il y a une vraie tendance à vouloir intégrer là aussi de l'intelligence et l'articuler entre les personnels qui sont sur place et les possibilités qu'offre la technologie aujourd'hui. Et l'enjeu, il est à la fois de trouver du retour sur investissement et notamment, il est possible par la capacité des personnels à appréhender ces changements et à sentir que ça leur apporte du bénéfice, quoi. Donc on est au stade, notamment sur tout ce qui est smart kitting, d'époque. Voilà. On parle beaucoup des machines, de la chaîne de production. Là, vous évoquez le savoir-faire des gens. On a évoqué ça dans la table ronde précédente. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette nécessité presque de rajouter une brique au savoir-faire de tous les gens qui sont en atelier, qui connaissent bien l'usinage, les métaux, etc., de leur donner une brique programmation numérique, digitale? Moi, je ne pense pas. Au contraire, alors, on travaille avec un des plus gros équipementiers français, et il a bien identifié que ce n'était pas son domaine d'expertise. Par contre, on fait avec ses experts opérationnels. Vous voyez, c'est-à-dire que... D'accord, vous allez mixer des populations plutôt que de renforcer la formation. Parce que c'est vraiment des compétences spécifiques. Et on ne va pas demander à un outilleur de faire du traitement de données. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir l'information pour réagir. Voilà, je peux dire chacun son métier, mais en fait, c'est des métiers complémentaires qui vont leur permettre à eux d'être encore plus efficients, quoi. Tout à fait. Je comprends effectivement que dans l'automobile, on est sur des savoir-faire très élevés en matière de programmation. Il y a beaucoup ça. Mais si la tendance veut aussi que les logiciels soient agiles. C'est-à-dire qu'on peut quand même laisser une certaine part de possibilité à l'industriel pour modifier un peu l'aspect ou quelques informations dans ses usages. Mais le fond de l'appliance reste quand même la maîtrise d'experts. Nous, notre expérience quand même, c'est que ça fait 30 ans qu'on fait ce métier-là, donc les personnels sont quand même beaucoup plus ouverts à toutes ces approches-là. Ils ont tous un smartphone, ils savent interagir avec la machine. Et justement, on profite, et c'est là où on fait des POC, on profite de cette ouverture d'esprit, de ce rajeunissement aussi des personnels qui sont très bien formés, de mieux en mieux formés, pour... optimiser l'articulation technologie et compétences. Donc la tendance quand même si c'est de véritables savoir-faire qu'on doit intégrer, on doit penser à la gestion du changement, mais les personnels sont quand même beaucoup plus... On n'a plus à les convaincre, si vous voulez, de l'intérêt de ces technologies-là. C'est eux qui poussent, hein. C'est eux qui nous... Souvent, ils sont effectivement demandeurs. Il y a tout niveau. Ils ne comprennent pas le décalage entre leur quotidien et ce qui se passe dans l'usine. Les tableaux de management avec des post-it, ils nous disent, mais nous, on veut, comme sur l'iPhone, on veut que ça défile, quoi. Voilà. Absolument. Vous évoquiez tout à l'heure la dimension essentielle de la maintenance, peut-être dans la voiture. C'est ce que vous ressentez. Justement, on a cette utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, qui est une des premières applications, c'est la maintenance. Est-ce que vous voyez arriver dans le futur la réalité augmentée comme un outil fort dans les chaînes de production de l'automobile ? Alors nous, de notre point de vue, donc il y a forcément à terme une tendance qui serait, que je n'ai pas vu ce terme quelque part, mais qui serait le garage 4.0, c'est-à-dire où on anticipe l'entretien du véhicule de manière intelligente. Concernant la réalité augmentée, là c'est plutôt les techniques d'holographie, d'hologramme sur lesquelles nous on travaille sur le tableau de bord. Un peu ce qu'on a vu dans l'aviation, ou tout ce qui est visée tête haute dans l'avion. On a de plus en plus tendance à voir des équipementiers qui sont très avancés sur finalement
le pilotage du véhicule par les techniques de l'holographie. Oui, si on revient donc sur ça, sur la réalité virtuelle, il y a peut-être 3-4 grandes applications. La première, très en amont dans le processus de développement. Aujourd'hui, le processus de développement d'une voiture est totalement digital. On fait quasiment plus de prototypes. On le fait au niveau de ce qu'on appelle les pré-séries. Et donc la réalité augmentée, elle va permettre aux ingénieurs qui conçoivent le produit de se projeter dans la maquette numérique du produit qu'ils sont en train de développer pour essayer de s'imaginer à quoi va ressembler le véhicule et de pouvoir corriger un certain nombre de choses. Il y a une deuxième étape qui est au moment où on va préparer la fabrication du véhicule. On peut simuler avec la réalité augmentée le processus de fabrication. L'étape juste naturelle après, c'est qu'on va être capable de former les opérateurs qui vont accueillir la fabrication de ce nouveau produit dans une usine donnée. Et puis après, plus en aval, dans la pré-vente, nous on voit une application intéressante, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une prolifération de modèles, une très très grande diversité. Et ça devient un casse-tête pour la pré-vente dans les réseaux automobiles, en particulier sur les aspects électroniques ou sur les aspects logiciels, pour réparer les véhicules. Et donc, on imagine bien ces outils-là se développer pour aider finalement dans le garage 4.0 la personne qui va entretenir ou réparer votre voiture à être plus efficace parce qu'il sera guidé, il sera connecté, il sera guidé et ça lui permettra de remplacer la bonne pièce au bon endroit en temps et en heure. Sur la maintenance prédictive, évidemment, on va être capable d'anticiper les pannes et de vous alerter quand on détecte qu'un composant est en train de lâcher. Mais la maintenance prédictive, c'est déjà une réalité. Si vous prenez Tesla aujourd'hui, Tesla est capable de réparer à distance un certain nombre de bugs qu'il y a dans le logiciel. Je vous disais tout à l'heure que la valeur du logiciel est de plus en plus importante. Et quand vous interrogez des taxis qui roulent en Tesla, un des énormes avantages qu'ils y trouvent, c'est qu'ils sont capables d'avoir une intervention à distance sur le véhicule sans aller au garage, où souvent la voiture était immobilisée au mieux une journée, le plus souvent quelques jours. Et vous pouvez même rajouter des fonctionnalités, comme le fait Tesla, c'est-à-dire vous développez un nouveau morceau de logiciel, vous poussez le téléchargement de ce logiciel sur toutes les voitures qui sont en circulation, et vous informez le conducteur. Il y a même un petit outil de formation, on appelle ça un tutoriel, et donc vous cliquez sur une icône, et en fait, vous avez une petite vidéo qui vous forme ou qui vous introduit la nouvelle fonctionnalité. Donc cette révolution, elle est déjà là. Et on voit bien, comme ça a été dit il y a quelques instants, ce sont les nouveaux acteurs qui n'étaient pas dans l'industrie automobile il y a quelques années, qui s'intéressent à cette industrie et qui l'aident finalement à se remettre en cause. Parce qu'ils vont regarder ça avec un œil neuf, ils vont apporter des nouvelles technologies, et ils vont avoir un regard très différent. Donc il y a une remise en cause permanente de cette industrie. Et puis ils ne voient pas, peut-être comme les acteurs historiques, ils ne voient pas la voiture comme le produit fabriqué, ils le voient comme un espace de mobilité, donc comme ils sont spécialisés là-dessus. Oui, juste un mot, donc il y a l'usine, il y a le produit voiture, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui se digitalise et qui est assez mature, c'est le processus de vente de l'automobile, où là, effectivement, comme on peut customiser, c'est-à-dire mettre à sa mesure, à ses choix, toutes les possibilités qu'offre l'automobile, de plus en plus, la réalité, là, pour l'instant, augmentée pour le coup, peut être extrêmement utile à intégrer, et les acteurs allemands, compte tenu du prix du mètre carré en ville, travaillent beaucoup sur ces questions-là, c'est-à-dire la digitalisation de l'acte de vente du véhicule qui rencontre une population d'acquéreurs de véhicules qui est très mûre aussi, très férue de ces techniques-là, de ces possibilités-là. Un showroom virtuel qu'on va retrouver de plus en plus. Alors, vous aviez envie de rajouter pas sur la thématique d'accord.
Du coup, alors, si on synthétise un petit peu, il y a tous ces nouveaux usages, il y a les changements de la chaîne de production, beaucoup de digitalisation qui a été possible d'ailleurs. Chaque voiture maintenant a une carte SIM, c'est ça en termes de géolocalisation, toutes les voitures ont une carte SIM à l'intérieur, non? Ou c'est en route ça ou pas encore? On est en bonne voie, mais on est en bonne voie, mais c'est pas 100% encore. C'est pas encore 100% du parc. Les nouvelles voitures, tout le parc. Pardon? Et puis il y a le parc aujourd'hui qui est roulant, ils ne sont pas tous avec une carte SIM. Tout à fait. Mais disons que c'est la tendance, il y aura une carte SIM dans chaque véhicule. Oui, on va vers un monde où les voitures seront toutes connectées, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il est connecté à la maison, il est connecté au bureau, il est connecté quand il se déplace avec son smartphone, il ne comprend pas pourquoi il ne serait pas connecté quand il est dans son véhicule. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on tend vers la 5G à relativement court terme, donc les tuyaux pouvant absorber de plus en plus de données permettront davantage d'usage. Donc non, les voitures n'ont pas toutes des cartes SIM, c'est plutôt rare, mais la tendance, c'est quand même effectivement que la voiture devient une sorte de téléphone finalement, et qu'à l'intérieur de votre véhicule, vous avez l'équivalent d'une box que vous avez à la maison. On le voit dans les Autolib, on a presque la visioconférence. Enfin, on n'a pas la visioconférence, mais on a l'appel téléphone tout de suite direct. On a plein de services comme ça. Alors comment vous voyez finalement cette industrie dans les 5 prochaines années, les grandes tendances qu'on va avoir? On va aller vers un usage très partagé. On va renouveler. On l'a vu aujourd'hui, on est en alerte pollution. On va amener beaucoup d'électrique, ça c'est un des changements majeurs. Vous le voyez à quelle échelle, à quelle échéance, ce changement, cette bascule un peu où on va renouveler de façon très forte le parc automobile. On va avoir des nouvelles voitures, peut-être plus petites, plus partagées. C'est vous qui accompagnez dans la durée. Vous le voyez à quelle échéance? Alors déjà sur les véhicules propres, la transformation elle est engagée, mais elle est lente. Elle est lente parce qu'il y a encore des limitations. On vient de passer le cap du 1% du marché neuf qui est avec des véhicules 100% électriques. Mais il ne faut pas oublier que ça reste faible et c'est très subventionné. Et donc on voit que dès qu'il y a une baisse ou une augmentation des subventions, la part du véhicule électrique augmente ou baisse fortement. Il y a une technologie qui est devenue une réalité, une technologie de masse, c'est effectivement les véhicules hybrides qui ont été lancés par Toyota il y a plus de 10 ans maintenant. Ça, c'est une part de marché qui est beaucoup plus importante et qui se développe et qui est peut-être aujourd'hui le meilleur compromis, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une infrastructure, en tout cas pour les hybrides non rechargeables. Et quand on regarde, si on se projette dans les 10 ans, évidemment, la part des véhicules propres va augmenter de manière considérable, mais il restera toujours l'effet parc. Et le parc a en moyenne, suivant les pays, un âge d'une dizaine d'années, ce qui vous donne une idée du temps qu'il faut pour renouveler complètement un parc. Alors évidemment, on peut accélérer les choses en ayant un système d'incitation. Les fameuses primes à la casse. On dit si vous achetez un véhicule électrique et que vous rendez votre vieux diesel, vous avez une prime de X milliers d'euros, mais ça reste quand même un phénomène lent. On voit bien que dans les 10 ans qui viennent, le système il est plus tenable, parce que, y compris dans les pays développés où la croissance est faible, la mobilité est toujours en croissance. Et la mobilité, elle est liée au développement économique. Donc, on ne peut pas avoir que des mesures coercitives, on ne peut pas tuer la mobilité parce que sinon on va casser la croissance. Et ça, c'est juste pas acceptable. Donc on voit qu'il faut réinventer le système pour toujours faciliter et permettre plus de mobilité, mais le faire de façon différente, avec un coût et des nuisances qui soient beaucoup plus acceptables par la société. Et aujourd'hui, quand on voit le cas de Paris, on a plutôt une vision dogmatique des choses, où on n'a que des mesures coercitives. Et finalement, on voit qu'il y a aujourd'hui des ONG qui commencent à élever la voix en disant « Mais regardez, toutes les mesures que vous prenez, finalement, ça ne diminue pas la pollution, ça l'augmente. » Ça l'augmente parce qu'on n'a pas pris des mesures. Alors, je vais prendre un exemple tout simple où on voit que des pays plus en avance dans le nord de l'Europe, en Norvège par exemple,
où les véhicules électriques ou les véhicules en covoiturage ont le droit d'utiliser des voies spéciales. On pourrait imaginer à Paris les couloirs de bus qui ont la vertu à la fois de décongestionner les autres voies et puis d'occuper des couloirs de bus qui sont quasiment vides. Et donc là, on a un double effet parce qu'on va inciter les gens à basculer plus rapidement sur les motorisations propres parce qu'ils auront cet avantage qui va diminuer les temps de parcours. Donc on va réduire la pollution et on va réduire la congestion qui a aussi un effet sur la pollution. Et tant qu'on n'aura pas changé ce paradigme à Paris, avec une vision très centrale où on dit en fait on essaye de préserver les gens qui sont dans Paris, sauf qu'aujourd'hui vous avez au quotidien plein de gens qui doivent se déplacer parce qu'ils habitent en banlieue, parce que l'immobilier est très cher en centre-ville et qui n'ont pas de solution facile en transport en commun et qui sont obligés de prendre leur voiture. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire sur ça. Et donc, on est dans un espèce de conflit dur et pas de solution positive. Ben, pas de solution immédiate comme ça, magique, mais c'est vrai que c'est une très bonne piste que vous évoquez avec la Norvège. Oui, je voulais faire une comparaison aussi par rapport à ce que vous disiez. Si on remonte en amont dans la production, dans les usines, ce changement de pratique que vous évoquez sur les routes, il se fait aussi dans les usines en termes de changement de pratique managériale. Et ça va susciter des nouvelles façons de faire. Et on s'aperçoit que pour la vision de demain, comme c'était votre question, c'est la donnée industrielle, c'est cette matière première qui va permettre de modifier tous les usages dans ces usines de demain. Et on va pouvoir avoir donc des outils d'aide à la décision. On va permettre aux managers et aux opérationnels de pouvoir réagir rapidement et ça de manière coordonnée. Voilà pour ce qui est la vision de demain dans l'industrie, c'est donc des nouvelles pratiques, des nouvelles matières premières aussi, parce que la donnée aujourd'hui, elle est beaucoup en silo, on n'en parle pas trop, mais il faut avoir une vraie stratégie pour demain, c'est comment casser les silos de données dans les industriels pour que des nouveaux usages à faible coût puissent voir le jour et créer cette valeur dont les industriels ont besoin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette vision de très court terme, ça y est, c'est parti, hein. Et on est en plein dedans. Voilà. Oui, donc l'électrique, c'est certainement une opportunité extraordinaire pour les nouveaux entrants, puisque une grosse partie de l'automobile devient numérique, électrique. Cela étant, n'oublions pas que l'expérience utilisateur dans toutes ces nouvelles technologies est fondamentale, puisque derrière chaque voiture connectée, il y a quelqu'un qui l'achète, un client. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il y trouve très vite un bénéfice au-delà des bénéfices que peuvent trouver les industriels à pousser ce type d'approche. Donc, comme vous tous ici, vous cherchez le bénéfice immédiat de ce type de nouveaux produits. C'est augmenter votre sécurité, augmenter l'efficacité de vos trajets en prenant les meilleurs, que votre véhicule soit maintenu en temps et en heure et effectivement qu'on puisse mettre à jour demain les réparations en ligne de votre véhicule. Donc n'oublions pas que nous, notre expérience, c'est qu'on travaille beaucoup sur le bénéfice que peut en tirer Monsieur Tout-le-Monde, et ça permettra probablement que la transition entre le parc qu'évoquait monsieur, le parc existant, et la nouvelle génération de produits voitures, ce temps de transition-là soit le plus court possible. Excellent. J'avais envie de faire un petit sondage là comme ça. On évoque les véhicules électriques. Qui a déjà conduit une voiture électrique, Sancerre, que ce soit Autolib ou... Monsieur, vous avez une personne? Une, deux personnes, trois personnes? Trois? Aussi, d'accord. 4, ça fait 4 quand même, 4. Et on n'en a pas tout à fait, et vous aussi, 5, 6, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un véritable changement de la conduite? C'est-à-dire que quand on parle d'expérience usagée, ce que vous évoquez, la conduite électrique, ce n'est pas du tout la même conduite qu'une voiture traditionnelle. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, il y a des points communs quand même. Mais bien sûr, il y a des points communs, mais le ressenti, la sensation et même la façon d'envisager c'est pas pareil. On est d'accord ou pas? Oui, il y a des sensations très agréables en fait, parce que si vous prenez une Autolib, quand même, ce sont des voitures qui sont assez légères et assez nerveuses. Carrément. Le silence de fonctionnement est très agréable. Alors, on entend d'autres bruits, parce qu'évidemment,
En fait, il y a des bruits qui sont cachés d'habitude par le moteur à combustion que là on entend, mais les constructeurs travaillent pour trouver des solutions pour éliminer ou les cacher. Et donc oui, et puis l'autopartage, c'est aussi très pratique, surtout dans un système où vous êtes en trace directe, parce que vous pouvez prendre la voiture à un endroit, la laisser à un autre, et puis après vous déplacer, et puis reprendre une voiture à un autre endroit. Vous avez une liberté finalement d'utilisation qui est très très agréable, sans compter que la place de parking elle est réservée, et vous pouvez la réserver 1 heure et demie avant, donc vous êtes sûr de ne pas chercher, donc vous gagnez du temps sur votre trajet. Est-ce que vous avez des questions? On va continuer à ça, mais si alors Alix va venir avec le micro. Vous avez des questions sur tout ce qu'on vient d'évoquer? Profitez de ce plateau d'experts, peut-être, si vous avez des choses à... Monsieur, allez, tout à fait. Alix arrive, vous amène le micro. Oui, bonjour. Éric Bonjour. de Saint-Cernin. Je suis consultant en supply chain. J'ai fait 10 ans, toujours dans l'automobile. Hier, j'étais interpellé par un titre d'un article dans la presse qui disait que Toyota ne veut pas devenir le fabricant de conserves des GAFA ou de Google. La question, il y a un vrai sujet, c'est un peu un changement de bataille en termes autour de l'intelligence artificielle, même si c'est à 10-15 ans, et ce qui est véhicule autonome. Je voulais savoir un peu par rapport à une prospective à 10 ans, les constructeurs sont quand même sérieusement challengés dans la relation justement consommateur-marché, et il y a un vrai paradigme avec des risques tel que le titre le dit, quoi, en fait. Hein. Ouais. Alors évidemment, tout le monde parle de ce phénomène-là, puisqu'il est poussé par des acteurs qui n'étaient pas dans l'industrie automobile il y a 5 ans. Moi, je voudrais modérer quand même ça, au moins pour 2 raisons. Si on regarde Tesla, qui est l'exemple le plus récent d'un nouvel entrant qui arrive et qui réinvente l'automobile, on voit quand même que quand on change d'échelle, aller produire 500 000 véhicules par an, c'est un gros challenge. Il rencontre beaucoup de difficultés aujourd'hui. C'est un vrai métier. Donc, quand on est producteur de niche comme il était jusqu'à présent, ça allait. Mais là, quand on change d'échelle, c'est quand même très compliqué. Ça ne s'improvise pas. Et les constructeurs traditionnels, eux, ils ont des décennies d'expérience là-dessus sur lesquelles ils ont capitalisé. La deuxième modération, c'est que si on se projette à 10-20 ans avec l'avènement du véhicule autonome, on a quand même quelques soucis. Le premier, c'est que la technologie devra être ultra fiable. Et dans une voiture, contrairement à un avion, dans un avion, pour avoir des niveaux de fiabilité exceptionnels, vous faites de la redondance d'équipement. Donc vous doublez, voire triplez certains équipements. En cas de panne d'un équipement, vous avez tout de suite un backup. Dans une voiture, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de place, contrairement à un avion. Si on se met à faire de la redondance d'équipement, les coûts vont exploser et on ne pourra pas le passer au consommateur. Et donc, le défi de l'industrie, ça va être de développer des véhicules autonomes ultra fiables avec le minimum de redondance d'équipement. Il faudra s'engager sur cette fiabilité. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous transférez la responsabilité, donc vous êtes conducteur, vous transférez la responsabilité de conduite à un objet qui est un robot, si jamais il y a un pépin, la société d'assurance qui, elle, assure votre risque, elle veut pouvoir se retourner contre quelqu'un quand il y a un problème. Déjà, aujourd'hui, quand vous regardez, finalement, c'est assez normé, on a des décennies d'expérience. Quand il y a un accident, on est même capable de dire tout de suite qui est en tort, qui gardera son bonus. Demain, ça sera très différent. Et quand on va se retourner sur ces questions de responsabilité, est-ce que vous aurez confiance en quelqu'un qui vient du monde du logiciel à 100% comme Google, ou quelqu'un qui vient du consumer good comme Apple, ou quand il y a un problème, quand vous avez un bug logiciel, si Google ne marche pas, bon, c'est embêtant quand vous faites une recherche, mais il n'y a pas péril en la demeure. Si votre iPhone tombe en panne, vous ne pouvez plus téléphoner, ok, c'est pas pratique.
Si vous avez, ne serait-ce que pendant une seconde, une défaillance du système, quand vous traversez un carrefour et qu'il y a un accident et qu'il y a des morts, là, on change totalement de paradigme. Et je pense que moi, au contraire, ça va remettre les constructeurs au centre du jeu parce que c'est les seuls qui sont légitimes et vis-à-vis de vous, parce que vous aurez plus confiance dans quelqu'un qui est dans l'industrie depuis 100 ans et aussi pour les compagnies d'assurance. Donc le modèle boîte de conserve à la Toyota, je pense que comme Nartic, on a encore du chemin avant que ça arrive. Une réaction chacun et après on sera obligé de... Juste une toute petite, effectivement, et vous avez tout à l'heure aussi souligné que la valeur était dans le logiciel. Et donc la boîte de conserve avec le logiciel, je pense qu'il y a une vraie guerre qui est en train de se passer et on ne voit pas vraiment ce qui se passe nous de l'extérieur. Mais certainement ça va beaucoup bouger dans l'avenir, dans ce milieu-là. Et on verra certainement si la valeur se déplacer. Voilà, ce sera peut-être plus dans le véhicule, mais dans les usages qu'un véhicule sera capable d'apporter aux conducteurs. Ouais. Bon, moi je suis quand même très sceptique. Effectivement, je pense qu'il y a un vrai risque que les constructeurs deviennent des fabricants de boîtes de conserve. Parce que l'intelligence, elle est de plus en plus... Enfin, la valeur du véhicule, elle est dans l'intelligence et donc dans le logiciel. N'oubliez pas que les nouveaux entrants ont les moyens de leurs ambitions, largement. Donc l'enjeu pour les Toyota et autres, à mon avis, et je parle de mes clients et que je respecte, c'est d'investir massivement et ne pas considérer que c'est un add-on, l'aspect logiciel, mais que ça devient l'essentiel et très vite jouer sur effectivement leur métier, mais penser que la question du recrutement et de la formation dans les métiers de l'intelligence, de la matière grise, devient aujourd'hui stratégique et non pas accessoire. Et là, effectivement, ils ne deviendront pas des fabricants de boîtes de conserve. Un dernier point, les usagers de demain, les futurs conducteurs, ceux qui ont 10 ans ou ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ce ne sont pas nous. C'est-à-dire que nous, on avait une expérience véhicule et on parlait d'une... Et demain, ce n'est pas leurs attentes, ce n'est pas de conduire, ça sera certainement d'avoir des appliances à leurs ambitions et le véhicule ne sera plus qu'un porteur et puis un vecteur de plaisir comme nous, on nous l'a toujours, en tout cas comme on l'avait dans notre ADN. Et je pense que ces nouvelles pratiques-là vont changer aussi la donne, oui. Juste encore un mot, n'oubliez pas qu'en particulier Toyota, qui est un acteur japonais, les Japonais ne sont pas des grands leaders dans tout ce qui est édition de logiciels. Et là où ils étaient leaders pendant très longtemps, par exemple dans le domaine de la musique, et ben finalement ils se sont balayés par la vague numérique. Donc il n'y a pas de raison. Alors qu'en France, on a une culture du logiciel très importante. Et je pense qu'en France et en Europe, et je pense que là, il y a vraiment une carte à jouer très différenciante pour reprendre le leadership sur les constructeurs japonais. Super, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, comme on a un programme assez dense. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir apporté votre analyse et votre regard sur cette thématique. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde qui était passionnante. Très bon salon.